Salut à tous, c'est l'heure de l'hebdo, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Comme à l'accoutumée, je reçois un habitué de ces plateaux. Si je pourrais le définir, je dirais que c'est un habitué de médias, mais aussi et surtout un cadre percutant du parti du sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Comprenez, je parle de la FDCA. Il s'agit de Chris Mukendi, à qui je m'en vais promptement dire bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle les gens, ou les amis, les téléspectateurs vont le suivre. Bonjour très cher Ben, je profite de l'occasion pour te souhaiter mes vœux le meilleur, mais aussi à tous les téléspectateurs qui auront les privilèges de nous suivre, et à l'équipe technique, à toute la chaîne Nouveau Congo. Voilà, donc j'espère que nous aborderons toutes les questions sans tabou, et j'espère pouvoir apporter de l'éclairage, de la lumière, avec notre petite expérience et contribution dans les débats publics. Merci beaucoup, très cher Chris Mukendi, encore que c'est une première que nous puissions nous rencontrer en 2023. L'actualité reste dominée par les processus électoraux, mais bien avant cela, je voudrais que l'on puisse parler de votre parti politique, qui est la FDC. Comment il se porte déjà à ce moment? La FDC se porte bien, nous sommes en plein exercice pour galvaniser nos troupes aux élections. Les différents candidats se prononcent à différents niveaux d'élections, législatives tout comme provinciales. Mais aussi, comme vous savez, nous sommes dans cette étape d'enrôlement. Nous sommes dans la sensibilisation de la population parce que nous estimons qu'on peut aller au-delà des estimations qui ont été proposées par la CENI ici à Kinshasa, de 6 millions d'enrôlés. Nous pensons qu'avec plus de 12 millions d'habitants, nous pouvons aller au-delà de 6 millions d'enrôlés. Donc nous sommes sur terrain pour vulgariser, sensibiliser la population à se faire enrôler massivement. Vous savez que l'autre revers de l'enrôlement, c'est que ça a une influence sur le nombre de sièges à pourvoir au niveau de l'Assemblée nationale, notamment pour nous qui sommes à la Lukunga, mais ici à Kinshasa, Moamba, Tchangou, Funa et Lukunga. Nous pensons qu'on peut additionner encore le nombre de sièges. Voilà pourquoi nous appelons la population à se faire massivement enrôler pour aller au-delà des estimations qui ont été fixées par la CENI. Une question se pose. Un parti qui galvanise ses troupes pour aller affronter les échéances électorales, mais qui connaît des défections dans sa tanière, ça devient compliqué. Vous avez déjà... il y a eu récemment le ministre, ou le gouverneur, je voulais dire, Théo Ngwabidje du Sud Kivu, qui a quitté le parti cher à Modeste Bahati Lukwebo. Et pas plus tard qu'hier, on a vu des communiqués, je voulais dire, pondus par l'ancien gouverneur de l'ancienne province, je parle de l'ancienne configuration de la branche de l'Équateur, pour ne pas le citer, je veux dire Tony Boulamba, qui jette l'éponge, il dit qu'il quitte le parti. Est-ce que le parti... le parti connaît toujours sa vraie santé, ou son état de santé est toujours de mise, ou bien il y a un souci qui commence à miner le parti au président du Sénat? Le parti se porte très bien. Mais comme vous savez, les adhésions au sein d'un parti politique sont libres. Tout comme les départs. On adhère librement dans un parti politique, mais on peut aussi y partir librement. Mais je voudrais... revenir sur les cas que vous avez évoqués, notamment les cas du gouverneur Théo Ngwabidje. Il faut rappeler ici que le gouverneur Théo Ngwabidje a été radié de la FDC. Il n'a pas quitté la FDC. La FDC avait retiré sa confiance au gouverneur du Sud Kivu pour mauvaise gouvernance. Parce que la population du Sud Kivu avait estimé que Ngwabidje gérait la province avec un bâton de dictateur, mais aussi il martyrisait les députés provinciaux et l'FDC l'appelait à la raison. À plusieurs reprises, on a eu même à faire des délégations de Kinshasa vers Bukavu pour pouvoir chercher à ramener les gouverneurs à la raison, mais il a continué avec des pratiques antidémocratiques, des pratiques de mauvaise gouvernance, et l'AFDC lui a retiré sa confiance. Donc, il est libre d'adhérer à n'importe quel parti politique qu'il considère
sais pas, où il peut poursuivre sa carrière politique. Ça, il fallait apporter la précision. Donc, Ngouabidje n'avait pas quitté l'AFDC, c'est l'AFDC qui a fait partir Ngouabidje pour mauvaise gouvernance dans la province du Sud Kivu. En ce qui concerne M. Tony Bolamba, avec qui j'entretiens des très bons rapports d'ailleurs, comme je l'ai dit, l'adhésion à un parti politique est libre. Vous savez, lorsque quelqu'un adhère à un parti politique, il a ses motivations, il a ses ambitions. Dès lors que les ambitions ou les motivations, les mobiles qui a conduit cette personne à adhérer à un parti politique ne sont pas rencontrés, il est tout à fait normal que la personne puisse, en termes d'objectifs qui s'est fixé, de pouvoir réqualifier son action. Donc on ne va pas ici commencer à dire pourquoi il a quitté, parce que je ne connais pas ses motivations. Mais il a dit, c'est repris, il a dit les valeurs qu'incarnait l'AFDC, qu'il a connues par le passé, ce ne sont pas les mêmes. L'AFDC continue à incarner les mêmes valeurs. Le vrai problème, c'est quoi? C'est un problème de positionnement. Vous savez, quand vous arrivez à un parti politique qui a 12 ans d'existence, vous êtes le dernier adhérent. Mon cher ami, avec un peu d'humilité, vous ne venez pas chercher la première place dans un parti politique qui a déjà eu à faire son bonhomme de chemin. Moi, je suis à l'AFDC depuis 2019, mars 2019. Il y a de ceux qui sont à l'AFDC depuis 2011, qui ont milité, qui ont sacrifié de leurs ressources financières, leur énergie pour consolider les partis. Moi, j'arrive au parti, le parti est implanté sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est qui me séduit pour venir au parti. Donc, lorsqu'il y a une rétribution au sein du parti, je ne peux pas être le premier à tendre l'assiette pour être servi. Je me dis, ok, je travaille au sein de l'AFDC, mais bon, il y a ceux qui sont venus avant moi. Voilà, donc je ne peux pas, lorsque ceux-là sont nommés à des postes de responsabilité, manifester un ressentiment, manifester, je ne sais pas, des attitudes des jalousies ou des attitudes de gourmandise parce que je m'appelle Tony Bolamba ou parce que je m'appelle Chris Mukedi, pas du tout. Voilà, je dis, dans un parti politique, il y a toujours les premiers militants, il y a les premiers adhérents et les premiers cadres. Hein? Donc, la force aussi dans les caractères d'un homme politique réside dans sa capacité de pouvoir patienter, de pouvoir attendre. Bolamba n'a pas 5 ans à la FDC. Il ne peut pas réclamer comme celui qui a 12 ans à la FDC. Voilà, donc j'ai dit, il s'est seulement montré impatient. Je ne connais pas son agenda politique, je ne connais pas ses ambitions politiques, je ne connais pas ses mobiles politiques. Donc, je ne peux que lui souhaiter bonne chance. C'est un acteur politique, il a été gouverneur de province. J'espère qu'il a encore une longue vie en politique. On ne peut que lui souhaiter bon vent. Mais vous ne pensez pas que ces défections, ça arrive à un mauvais moment? À quelques mois des élections, ça risque de créer un petit souci au risque de pouvoir passer moins le pléonasme, très chers téléspectateurs, de vous puissiez faire piètre figure? Non, non. Vous savez, il est prouvé politiquement dans le monde entier qu'en période préélectorale, lorsque arrivent des échéances des élections, il y a de mutations de part et d'autre dans toutes les formations politiques. Il y a ceux qui vont quitter l'UDPS pour aller dans d'autres partis politiques pour des raisons qui leur sont propres. Par exemple, lorsque vous êtes candidat à l'UDPS à Lukunga et que le parti doit aligner 14 candidats et qu'on vous dit qu'on a déjà les 14 candidats et qu'on ne sait pas vous aligner. Il est tout à fait normal pour celui qui a des ambitions d'être candidat député à Lukunga de chercher un autre parti politique pour aller exprimer ses ambitions. Donc, la personne ne quitte pas le parti parce qu'il est contre l'organisation du parti, mais parce qu'il y a un débordement en termes de sièges à pourvoir. Hein? Donc, on ne peut pas considérer, comme j'ai dit, à chaque fois qu'il y a des élections, il y a des mutations politiques. Vous allez constater que les mêmes mutations politiques seront constatées
au MLC, ça sera constaté à l'AFDC, ça sera constaté à l'UDP, ça sera constaté à l'UNC. Dans tous les partis politiques, vous allez voir qu'il y a des sortes de départs, de mutations. Voilà, donc ça se passe comme ça dans le monde entier. Et le Congo, où l'AFDC n'est pas épargné, donc on ne va pas inventer la roue. Il faut tout simplement que les gens constatent que c'est ça la vie des partis politiques. Ça se passe comme ça, il y a des adhésions, il y a des départs. Voilà, donc c'est pas jusqu'à ce que la mort vous sépare. Hein? En politique, c'est pas jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc voilà. Venons-en au chapitre électoral. Mesdames, Messieurs, nous avons reçu comme c'est là Chris Mukendi, cadre du parti du sénateur Modeste Bahati, Lukebo Paris-Coché, président du Sénat, avec qui nous sommes en train de nous entretenir, question de vous fournir les informations de première main, venant non seulement de son parti, mais de l'actualité brûlante de notre pays. Venons-en au chapitre électoral, très cher Chris Mukendi. Les voix s'élèvent pour fustiger la manière dont la CENI est en train d'organiser le processus d'enrôlement. C'est-à-dire, alors il y a peu de machines, le timing il est très court, mais aussi et surtout la lenteur. Vous, d'entrée des jeux, en tant qu'acteur politique, mais aussi scientifique, j'aime le côté élite, le côté intellectuel. Alors, dans quel angle de vue vous apercevez d'abord le processus électoral depuis qu'il a commencé jusqu'à ce niveau? Je voudrais d'abord saluer la volonté du chef de l'État de pouvoir amener le pays vers les élections conformément à la Constitution de la République. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui ne donnaient pas la chance à la CENI de pouvoir commencer ces processus comme nous les vivons aujourd'hui. Mais il faut aussi déceler quelques faiblesses. Je me dis, en tant que cadre de l'Union sacrée, je ne peux pas défendre la CENI qui est un organe technique mais aussi indépendant. S'il y a des gens qui doivent venir sur des plateaux de télévision pour défendre la CENI, ça doit être les chargés de communication de la CENI, ça doit être des techniciens de la CENI. Mais nous, en tant qu'acteurs politiques, nous pouvons nous arrêter à faire des constatations parce que nous sommes aussi acteurs dans ces processus, mais aussi nous sommes avec le peuple qui fustige des machines qui sont déployées dans les centres d'inscription, mais aussi, moi je déplore beaucoup plus la qualité ou l'inexpérience du personnel qui est retenu pour faire ce travail. Et je me pose des questions, je me dis, nous sommes à notre 3e cycle électoral dans le pays. Celui-ci, c'est le 4e, donc nous sommes à notre 4e cycle. Ceci voudrait dire qu'après 4 cycles électoraux dans le pays, on devrait acquérir une certaine expérience en matière électorale dans le pays. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'à chaque fois qu'il y a processus électoral, on renouvelle le personnel de la CENI. Alors qu'il y a un personnel de la CENI qui a commencé à travailler depuis 2006, qui a acquis une certaine expérience, mais ce personnel n'est pas utilisé. La question que je me pose, pourquoi à chaque cycle électoral, on doit renouveler les personnels de la CENI alors que nous recherchons l'expertise au sein de la CENI? Ça, c'est la question que moi je me pose. J'ai vu des opérateurs des saisies qui montent sur des bancs pour prendre des photos. Je ne sais pas si c'est du théâtre, mais je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Et je plains quand même, j'imagine qu'ils n'ont pas eu suffisamment de temps pour être aussi... même de faire ce travail. C'est pas formé pour faire ce travail. Je me dis peut-être qu'ils n'ont pas eu suffisamment de temps parce que la CENI court derrière aussi les temps. Voilà. Mais il faut, à la prochaine, j'ai dit, créer une banque de données d'un personnel de carrière, un personnel électoral de carrière qui nous aiderait à aller plus vite. Parce que j'ai vu des OPS qui se font même aider par les gens qui viennent se faire enrôler. Et ça, c'est très dangereux. Tout à fait. Ça, c'est très, très dangereux. Et la CENI doit corriger ces genres d'erreurs. Mais j'ai dit aussi, je salue l'innovation que la CENI aille à mettre en place pour faciliter aussi l'efficience dans les processus. C'est l'instauration de l'application Prérap, qui permet aux utilisateurs des téléphones Android de pouvoir faire le pré-enregistrement avant d'aller dans les centres d'inscription.
vous vous enregistrez avec votre téléphone et lorsque vous arrivez au centre d'inscription, vous faites seulement scanner votre code, code QR, qui fait sortir toutes les informations sur votre personne. Ça, c'est une innovation qui permet à la CENI de rationaliser les processus d'enrôlement et nous les saluons. Voilà. Donc, il revient maintenant aux responsables de la CENI de prendre en compte les faiblesses qui sont exprimées par la population et de pouvoir les intégrer dans leur cahier des charges pour améliorer les processus. C'est tout ce que nous, on peut souhaiter. Hein? Mais aussi, nous avons remarqué, alors que la CENI avait annoncé que l'enrôlement commençait le 24 à Kinshasa, le 24 décembre, dans certains centres, ils ont commencé bien plus tard, 4 jours, 5 jours après. Donc ça veut dire qu'à la fin des opérations, le 23 janvier, la CENI devra prolonger de 3-4 jours l'enrôlement pour des centres qui ont commencé l'enrôlement en retard. Mais du point de vue global, je crois que les processus marchent très bien. La population manifeste de l'engouement. Malheureusement, comme on a dit, dans certains centres, il n'y a pas trop de machines. Mais bon, puisque s'enrôler est un droit, puisque voter est un droit, nous demandons à la population de faire montre de patience et de rester vigilants au niveau des bureaux des centres d'inscription pour se faire enrôler. Mais pensez-vous que le timing imparti serait c'est le bon? Parce que un mois full, c'est petit, parce que par le passé, 2006, on a vu presque une année full pour que les gens puissent s'enrôler, et puis il y a eu prolongation. 2000, la deuxième fois et la troisième fois, c'était quand même la même chose. On nous a accordé beaucoup plus de temps pour que les gens puissent s'enrôler. Ici, nous parlons maintenant d'un mois, alors qu'avec la croissance démographique et qu'on est les zones, parce que c'est à travers des zones que le premier lot des électeurs vont être enrôlés. Vous pensez que ça serait, tout sera réglé à temps comme convenu le temps convenu par la CENI? Je crois que la CENI a eu à étudier toutes ces possibilités. Lorsqu'il estime les nombres d'enrôlés à 6 millions, je crois qu'il a eu à faire des calculs pour voir combien de centres d'inscription la CENI doit avoir, combien de bureaux d'inscription il doit avoir. Voilà pourquoi ils ont eu à multiplier les centres d'inscription. Pratiquement 25% de plus à comparer au processus de 2018. Mais aussi, ils ont mis en place l'application qu'on a eu à saluer tout à l'heure. Donc, il revient à la CENI de pouvoir évaluer les processus, évaluer les délais qu'il a donnés dans les 3 zones, hein, Kinshasa, l'espace Bandundu, l'espace Équateur. Si la CENI considère que le nombre d'enrôlés n'a pas été atteint conformément aux assignations que la CENI a eu à se faire, je crois qu'il reviendra à la CENI de pouvoir évaluer les processus. Mais je crois, lorsqu'il a estimé que 30 jours suffiraient, je pense qu'il a eu à étudier tous les paramètres, mais il faut simplement appeler les Congolais à ne pas traîner les pas parce que nous n'avons que 30 jours. Le problème avec nous, c'est que nous attendons toujours les derniers jours pour aller vers la CENI. Voilà pourquoi dans les processus passés, on prolongeait tout simplement parce que nous sommes habitués, les gens attendent toujours les derniers jours. Hein. Donc il faut y aller maintenant. Il nous reste pratiquement, je ne sais pas, 2 semaines. Hein, je crois il faut appeler la population à pouvoir se rendre rapidement pour avoir sa carte d'électeur. Le PPRD ne prendront pas part à ces processus électoraux, ils ne seront pas là. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant qu'acteur politique, mais aussi et surtout membre, je voulais dire, d'un parti politique, membre de l'Union sacrée, je veux dire, qui soutient le pouvoir en place? Participer ou ne pas participer à une élection, c'est un choix. Chris Mukendi n'est pas obligé, en tant qu'individu, d'être candidat député. C'est un choix que j'ai levé d'être candidat député national. Il en est de même des formations politiques et des regroupements politiques. C'est un choix que certains opèrent. Mais ce n'est pas nouveau au Congo. En 2006, nous sommes allés aux élections sans l'UDPS. En 2006 ou en 2005, l'UDPS a appelé les Congolais au boycott
du référendum. En 2006, l'UDPS a estimé qu'il ne participerait pas aux élections. Mais cela n'a pas arrêté la volonté populaire. Cela n'a pas arrêté la volonté de l'ensemble de la classe politique. Parce que nous avons un rendez-vous constitutionnel à respecter. Il ne revient pas à un regroupement politique, à un parti politique, d'empêcher au peuple congolais de pouvoir répondre à ces rendez-vous constitutionnels. Donc, c'est leur choix. C'est l'option politique levée par le PPRD de ne pas pouvoir y aller. Et on ne va pas les leur empêcher. C'est un droit accepté tout comme refusé. C'est un droit reconnu à chaque Congolais. Si le PPRD en tant que machine politique refuse d'y aller, ben, comme j'ai dit, il y a un précédent. En 2006, l'UDPS n'a pas participé et cela n'a pas arrêté la République. Donc ça n'arrêtera pas la République. Mais je vois dans cette démarche du PPRD un stratagème pour forcer la porte du dialogue. Le PPRD veut le dialogue. Le PPRD ne veut pas des élections. Mais on parle des consensus et non de dialogue. Le PPRD est membre de l'Assemblée nationale. Le PPRD est membre du Sénat. Ils ont des députés. Et ils ont des sénateurs. Le PPRD a des représentants même au niveau de la CENI. Ils disent qu'ils ont désavoué les animateurs de la CENI. Mais allez voir à la CENI. C'est qui les conseillers financiers de Didi Manara? C'est les fils à Chadari. Comment est-ce que Chadari, c'est ça, comment est-ce que Chadari, qui est secrétaire général du PPRD, boycotte le processus tout en ayant son fils comme conseiller financier à la CENI, au bureau de Didi Manara, qui nous explique cette incohérence. Donc j'ai dit, parfois ce ne sont que des caprices des politiciens qui le jour vous donnent un discours qui est contraire aux actes qu'ils posent la nuit. Voilà, donc j'ai dit, ils sont libres d'y aller comme de ne pas y aller, mais ils ne vont pas arrêter la volonté populaire. Les Congolais veulent renouveler la chambre basse de l'Assemblée nationale, ils veulent renouveler leur Sénat, ils veulent renouveler leurs assemblées provinciales, ils veulent avoir d'autres candidats présidents de la République. Nous soutenons le chef de l'État, il y a d'autres candidats présidents de la République, nous voulons aller compétir. Que le meilleur d'entre tous gagne, l'emporte, que la jeunesse qui est engagée pour le renouvellement de la classe politique s'emploie davantage à travailler pour cet objectif-là. Et voilà, ce n'est pas le PPRD d'arrêter les processus. Le processus en question aura sur le plan international. Vous voyez, par moment, nous butons à un mur. Lorsque nous arrivons, par exemple, sur le plan international et de matcher pour des questions, par exemple, financières, on nous dit il faut aller chercher les consensus, il faut que vous puissiez avoir un consensus inclusif. Est-ce qu'il y aura un problème de l'exclusion? Les élections, c'est d'abord un problème interne. Les élections font partie de la souveraineté d'une nation. Il faut arrêter avec cet esprit néocolonialiste qui veut que nous puissions continuer à financer nos élections avec l'argent des partenaires. Vous savez qu'aujourd'hui, avec nos institutions financières, nous faisons des miracles financiers dans le pays jusqu'à atteindre plus de 16 milliards de budget national. Donc je crois, si les élections au Congo coûtent 1 milliard de dollars ou 2 milliards de dollars, nous sommes aujourd'hui capables de pouvoir financer les élections nous-mêmes, pour ne pas être aussi soumis aux caprices des partenaires. Donc je crois que la RDC devra faire preuve de maturité en ce qui concerne des questions de démocratie, pour que désormais nous puissions organiser nos élections nous-mêmes et arrêter de tendre la main à l'extérieur du pays. Voilà, donc il revient aux Congolais de choisir leurs dirigeants en toute sérénité, en toute responsabilité, mais aussi en toute indépendance. Alors, nous réveillons comme ça un bon matin, les acteurs politiques que vous êtes, vous commencez à avoir des discours incendiaires. La fois passée, c'était le ministre Boudimou, cette fois c'est le ministre Boussa
qui monte au créneau pour dire des choses qui ont agacé la population de son terroir, qui sont allés même incendier ce que nous déplorons, le siège de son parti à la partie équatoriale de notre pays. D'abord, d'entrée des jeux, quand un ministre tient un discours genre « tout celui dont le papa est étranger est notre ennemi », est-ce que c'est un discours qui tient la route? Je ne sais pas si vous avez suivi l'intégralité de son message. Je ne sais pas. Moi, je vois l'extrait qui est devenu viral dans les réseaux sociaux, un extrait de moins de 45 minutes. Voilà. Donc, l'émission que nous faisons maintenant, c'est une émission de combien de minutes? 45 minutes. Voilà. Retirer d'une émission de 45 minutes un extrait de 45 secondes pour des exploitations politiques mal intentionnées prêtera toujours des intentions. Il faut chercher l'intégralité de son intervention. Je connais personnellement le ministre Boussa pour avoir été un de ses proches collaborateurs. Je connais Jean-Pierre Bemba à distance pour avoir été membre du MLC à une certaine époque. Voilà. Jean-Lucien, je le connais comme un homme d'État. Par le passé, vous ne l'avez jamais vu tenir ce genre de discours. C'est comme ça que j'ai dit, il faut chercher à comprendre les contextes, mais aussi chercher l'intégralité de son intervention pour savoir à qui il s'adressait, parce que je n'ai pas entendu un seul moment Jean-Lucien Boussa citer le nom de Jean-Pierre Bemba, qu'il a soutenu comme candidat président de la République en 2006, comme Congolais d'origine. Quand Jean-Lucien, dans son extrait que j'ai entendu, il dit tout celui qui n'est pas dont le papa n'est pas congolais. Le papa de Jean-Pierre Bemba, nous les connaissons. Est-il congolais, oui ou non? Jeannot Bemba, que nous connaissons, est-il congolais, oui ou non? Il est congolais. Il a assumé de hautes responsabilités dans ces pays. Tout à fait. Un homme d'affaires très important dans ces pays, qui a donné de l'emploi aux Congolais, nous les connaissons. Mais aussi, le petit frère de Jean-Pierre Bemba, qui s'appelle Jean-Jacques Bemba, est membre du parti de Jean-Lucien Boussa. Je ne vois pas Jean-Lucien Boussa, dont un des membres les plus influents de son parti politique est fils de Jeannot Bemba, cracher sur la mémoire de Jeannot Bemba, qui est un digne fils, un notable, qui était un digne fils et notable de l'Équateur, que tout le monde respecte. Je ne vois pas. Donc voilà pourquoi j'ai dit, il faut chercher à connaître les contextes et à qui il s'adressait effectivement. Donc sortir, comme on dit, sortir ces messages-là de son contexte va nous pousser à faire des prétextes. Je ne vais pas faire des prétextes. Moi j'ai dit, je connais Boussa, c'est un homme d'État. Je connais Jean-Pierre Bemba, mais il faut dire qu'il y a à l'Équateur, dans l'espace Sud-Ubangui, une grande guerre de leadership entre le clan Boussa et le clan Bemba. Ça, c'est connu de tout le monde. Voilà. Donc, je crois que dans toutes les provinces où il y a des leaders qui émergent, il y a plusieurs leaders qui émergent, il y a ces genres de guerres que je considère parfois de bonnes guerres, des guerres de leadership, mais il ne faudrait pas que ça puisse arriver à des actes de xénophobie, attaques personnelles qui amèneraient les peuples à une guerre civile ou aussi conduiraient les peuples à s'entretuer entre lui. Il ne faut pas sortir ces propos de son contexte parce qu'on ne voit pas tous les contextes. Hein? On ne va pas juger un extrait de 45 secondes. On ne sait pas ce qu'il disait dans les 10 minutes qui était dans l'intégralité de son message. Hein? Donc je ne sais pas, mais j'ai dit, en tant que leader politique, nous devons appeler la population, mais aussi nous-mêmes, leaders, à la cohésion nationale, à l'unité nationale alors que notre pays est agressé. Un peuple divisé entre lui-même ne peut pas subsister contre l'attaque de l'ennemi. Donc moi j'appelle les deux camps à plus de sérénité, hein, et à se parler en face, à pouvoir taire leurs divergences, parce que nous avons en face de nous un ennemi qui s'appelle le Rwanda,
Hein, il ne faudrait pas que le fils du Congo puisse s'entretuer alors que notre ennemi est connu. C'est le Rwanda qui est notre ennemi. L'ennemi du Congolais, ce n'est pas les Congolais. L'ennemi du Congolais, ce n'est pas les Bemba, ce n'est pas les Boussa, ce n'est pas les Mukendi. Ils doivent travailler en synergie de manière synchrone. Nous devons travailler ensemble pour que nous puissions mettre hors d'état de nuire notre ennemi commun. Notre ennemi, il est connu, c'est le Rwanda. Notre ennemi, c'est tout ce qui cherche à la pauvreté qui mine balkaniser notre pays. Notre ennemi, c'est la pauvreté. Notre ennemi, c'est le sous-développement qu'on doit éradiquer définitivement de notre territoire. Alors, que pensez-vous de la demande de la population de l'Ituri, mais aussi et surtout de l'Est du pays, qui demande à ce que la force ou les forces de l'EAC, venues en rescousse de FARDC, qui puissent dégager, qui puissent rentrer chez eux, parce qu'eux ne trouvent pas qui seront en même ou qui sont en même de décompter la situation, qui seront à la hauteur de la tâche leur léguée par le père. Nous avons un chef d'État. Nous avons des dirigeants au niveau des provinces. Un pays ne se dirige pas de manière collégiale. Tout le monde n'est pas président de la République. Tout le monde n'est pas membre du gouvernement. Tout le monde n'est pas membre des assemblées provinciales et aussi des gouvernements provinciaux. Donc nous avons donné mandat à un président de la République. Nous avons donné mandat à un gouvernement qui a été investi à l'Assemblée nationale pour gérer le pays au nom de nous tous. C'est eux qui connaissent les vrais problèmes du pays. Ils ont tous les services à leur disposition, les services de l'ANER, les services des renseignements, des services d'intelligence, tout ça. C'est à eux de pouvoir apprécier des décisions qui doivent être prises dans le sens du bien-être collectif. En ce qui concerne les Koulouna, en ce qui concerne l'insécurité dans le pays, l'insécurité dans la partie est de la République, nous avons un gouvernement. Ils sont mieux renseignés, mieux informés que nous tous ici. Donc, laissons-leur faire le travail pour lequel ils ont été investis. Au moment venu, nous aurons à évaluer leur action, si l'action a été efficace ou non. S'ils posent des actes conformément à la Constitution, on les leur concède. Si le président de la République négocie des accords selon l'esprit de la Constitution, pourquoi on doit s'opposer à lui? Si la Constitution, dans son article 213, dit que le chef de l'État négocie et signe des accords, on ne dit pas que ces accords doivent passer par l'Assemblée nationale, pourquoi on doit les juger? S'il pose des actes qui sont conformes à la Constitution. Donc voilà, je crois, comme je l'ai dit en l'entame de ce sujet, qu'on ne gère pas le pays de manière collégiale. Le problème avec nous, c'est que l'opposition veut gérer les pays alors qu'il y a un seul président de la République. Lorsque l'opposition dit par exemple qu'on ne peut pas sous-traiter la sécurité d'un pays, est-ce un péché? Sous-traiter la sécurité d'un pays est-elle constitutionnelle, oui ou non? Il faut poser de vraies questions. Est-ce que travailler avec les partenaires avec qui nous sommes dans des organisations internationales, avec qui nous avons signé la même charte, travailler avec eux, c'est interdit dans notre constitution, oui ou non? Si ce n'est pas interdit, ok. Et pourquoi nous le faisons? Notre armée est-elle capable aujourd'hui de pouvoir relever les défis qui se présentent à nous? Ce sont les autorités qui savent si effectivement le pays est capable de pouvoir relever ces défis seul ou conjuguer les efforts avec nos partenaires. Donc il revient aux dirigeants de pouvoir lever des options qui s'imposent à tout le monde. Ce n'est pas parce que vous êtes de l'opposition que toutes vos propositions doivent être acceptées. L'opposition ne peut que faire des critiques, l'opposition ne peut que faire des propositions, libre à ceux qui dirigent de pouvoir prendre ce qu'ils considèrent bien pour le pays et de pouvoir les appliquer. Mais tout ce qui est proposé comme idée n'est pas toujours des bonnes idées aussi. Voilà, donc il faut un tri qui permet à ce que le pouvoir se décide de pouvoir agir dans le sens de l'intérêt communautaire. Lorsque en Ituri, par exemple aujourd'hui, on a plusieurs groupes armés commencent à rendre le tablier, commencent à rendre les armes, ils acceptent de poursuivre la paix. Aimez-vous
la manière de faire les choses du gouverneur, parce qu'il y a une autre poignée de gens qui demandent à ce que le gouverneur militaire puisse se rendre établi et que l'on puisse revenir à la vie normale qu'on n'avait pas auparavant. Quand nous parlons de la vie normale, c'était des tueries tous les jours. C'était ça la vie normale, avant l'instauration de l'état de siège. C'était ça la vie normale. La vie normale, c'était que des villages entiers étaient brûlés. C'était ça la vie normale. Mais depuis l'instauration de l'état de siège, nous avons vu des résultats en Ituri, puisque nous parlons de l'Ituri. Recevons-nous encore dans nos téléphones des images des tueries de l'Ituri comme à l'époque? Pas du tout. Avec l'instauration de l'état de siège et d'une administration militaire, nous avons effectivement des résultats. Les porte-paroles des opérations militaires, Jules Ngongo, en Ituri, nous envoient des images tous les jours. Nous voyons comment les opérations sont menées. Et nous parlons aujourd'hui beaucoup plus du Nord Kivu que de l'Ituri. Donc moi je crois, comme je le disais tout à l'heure, hein, ceux qui demandent à ce qu'on mette fin à l'état de siège, chacun a son agenda. Vous savez, l'état de siège a aussi paralysé des activités de ceux dont l'économie était fondée sur les sangs des Congolais. Beaucoup de gens étaient dans des commerces illicites, des armements, beaucoup de gens nourrissaient des rebelles, beaucoup de gens échangeaient nos minéraux contre la vie des Congolais aussi. Avec l'instauration de l'état de siège, toutes ces activités criminelles ont été paralysées. Donc, lorsque quelqu'un dit qu'il faut mettre fin, il faut poser la question. Ils ne peuvent qu'en vouloir à l'état de siège. Mais justement, lorsque quelqu'un demande à ce qu'on arrête avec l'état de siège, il faut chercher à savoir aussi quelles sont ses motivations. Alors, aujourd'hui, le voix s'élève parce qu'on va clore ces chapitres sécuritaires pour reprendre le chapitre électoral, parce que c'est ça qui est le leitmotiv de cette émission, ce numéro d'aujourd'hui. Le voix s'élève encore une fois de plus pour appeler à l'unité, mais il y a encore une autre branche qui appelle à ce que le parti de l'opposition appelle l'exclusion, c'est-à-dire que l'on puisse mettre sur la place publique la loi Tchani. Et que ceux qui sont demi-Dakar, le demi-Dakar, c'est-à-dire de pères, qui ne sont pas de pères et de mères congolais, ne puissent briguer ou ne puissent postuler à la magistrature suprême. Que pensez-vous? Êtes-vous de la branche de ceux qui sont pour, d'abord d'entrée des jeux, qui sont pour ou qui sont contre la loi Tchani? Je suis de tous ceux qui sont en harmonie avec la Constitution. Donc il veut dire, vous soutenez la loi Tchani? Je dis, je ne parle pas de la loi, je parle de la Constitution, qui est la loi des lois, la loi fondamentale. Que dit la loi fondamentale? La loi fondamentale dit ceci. Pour être candidat président de la République, il faut être congolais d'origine. Point barre. Qui revient à dire de père et de mère. Non, non, j'ai dit congolais d'origine. Ok. La loi a déjà exclu ceux qui ne sont pas congolais d'origine. Nul n'est besoin d'évoquer la loi Tchani. La Constitution déjà. Lorsque la Constitution dit congolais d'origine, ça veut dire que si vous êtes zambien, vous pouvez être candidat au Congo. Si vous êtes grec, vous êtes juif, vous ne pouvez pas être candidat au Congo. C'est ça la Constitution. Voilà. Je ne voudrais pas faire des fixations sur des individus. Tout à fait. Mais la Constitution, elle est claire. Soutenons-nous notre Constitution ou nous la refusons. Voilà. Donc, si la Constitution dit que vous devez être congolais et que vous vous prononcez candidat, mais on doit vous scanner pour voir si vous êtes congolais conformément à la Constitution ou non. Donc, faire cet exercice-là n'est pas anticonstitutionnel. Il faut prouver que vous êtes congolais parce que la Constitution dit que vous devez être congolais d'origine. Donc, les gens qui les font, sont-ils en violation avec la Constitution ou soutiennent-ils la Constitution? Moi, je crois que tous ceux qui travaillent pour que le Congo ne soit pas un pays où tout le monde viendrait, genre une poubelle, tout le monde quelques pays qui ce soit pour venir diriger,
tous ceux qui travaillent dans le sens d'exclure ceux-là, je crois qu'ils sont de vrais patriotes et il faut aller dans la même direction que ceux-là parce qu'ils protègent notre pays. Voilà. Donc une dernière question parce que nous sommes à la fin. Dans quel angle de vue vous apercevez l'engouement des jeunes dans le parti politique, dans l'engouement des jeunes comme candidats aux élections de 2023? Est-ce que c'est pour se faire une santé financière? Est-ce c'est pour se faire un aura ou c'est pour gouverner ce pays et donner une nouvelle impulsion dans le pays de Lumumba? Je voudrais tout d'abord saluer cet engouement des jeunes. C'est très bien que les jeunes s'éruent vers la direction du pays, c'est très bien. Mais j'ai dit aussi que depuis que le Congo existe, le Congo a toujours été dirigé par les jeunes. Le Congo a toujours été dirigé par les jeunes depuis que le Congo existe. Lorsque Mobutu prend le pouvoir, il a moins de 35 ans. Lumumba la même chose. C'est un jeune. Lumumba la même chose. Kasavubu la même chose. Joseph Kabila la même chose. Il n'y a que Mouzé Kabila qui a pris le pouvoir tout en étant, s'il faut dire qu'il était vieux, il avait pratiquement plus de 55 ans, 60 ans. Donc, depuis que le Congo existe, le Congo a toujours été dirigé par les jeunes. Mais pour quel résultat? C'est ça. C'est là ça la vraie question. L'affaire des jeunes, ça ne commence pas aujourd'hui. C'est depuis longtemps. Mais je voudrais relever aussi une chose ici. C'est que les élections, ce n'est pas une offre d'emploi. La plupart des gens qui postulent confondent les élections avec une offre d'emploi pour une entreprise. Malheureusement, c'est parce que ceux qui ont dirigé les pays jusqu'aujourd'hui n'ont pas valorisé d'autres secteurs de la vie nationale. Si le travail du charpentier était valorisé, les charpentiers ne viendraient pas faire la politique. Si le travail du médecin était valorisé, le médecin n'aura pas abandonné sa bistouri pour venir vers la politique. Si, je ne sais pas, le travail du taximan était valorisé, le taximan n'aurait pas laissé pour venir vers la politique. Donc on a aujourd'hui de musiciens qui arrêtent la musique tout simplement parce que les secteurs, les comédiens viennent faire la politique, les musiciens viennent faire la politique tout simplement parce que nous avons négligé d'autres secteurs de la vie nationale. Et c'est là où il fait beau vivre. Nous avons montré au Congo, nous avons dit aux Congolais que pour acheter une maison, il faut être politicien. Nous avons dit aux Congolais, pour acheter une voiture neuve, pour rouler avec une voiture neuve, il faut faire la politique. Sinon, tu achètes ta voiture à Dubaï ou deuxième main, troisième main, si tu n'es pas politicien. Et pour devenir riche? Pour devenir riche, il faut être politicien. Voilà pourquoi tout le monde va maintenant vers la politique. Dans un pays où le taux de pauvreté est très élevé, tout le monde veut réussir sa vie, s'est dit, ok, pour réussir sa vie, il faut aller en politique. Et malheureusement, nous avons une classe aujourd'hui de politiciens médiocres qui produisent un mauvais résultat parce que les motivations au départ n'étaient pas bonnes. Il y a des députés qui ont fait 4 ans à l'Assemblée nationale, ils n'ont jamais pris les micros. Il y a des députés qui ont fait 5 ans à l'Assemblée nationale, 10 ans, ils ont fait un premier mandat, ils n'ont jamais été au micro. Un second mandat, ils n'ont jamais été au micro. Mais ils savent comment devenir député. Il suffit d'avoir 5 000, 10 000 francs à donner à la population, un t-shirt, tout ça. Et vous êtes à l'Assemblée nationale. Ils savent comment corrompre pour être là, malheureusement. Donc, je dis, c'est très bien, moi je salue l'engouement, mais les jeunes devraient simplement comprendre que il faut y aller parce que vous avez cette vocation de servir la République. Il faut y aller parce que vous avez de l'énergie. Vous voulez changer les choses. Il ne faut pas aller là-bas pour faire comme tout le monde. Il faut aller là-bas pour apporter du changement. Il faut aller là-bas pour apporter de la rupture. Il faut aller là-bas pour apporter de l'amélioration dans notre condition de vie. Il ne faut pas aller là-bas pour les 21 000 $. Il ne faut pas aller là-bas pour les palissades. Il ne faut pas aller là-bas pour des avantages et des privilèges. Moi, je considère que le pouvoir, c'est un service. Il faut aller là-bas comme un sacerdoce, comme un pasteur qui gagne des âmes pour le ciel. Il faut aller là-bas pour chercher à améliorer les conditions de vie de tous les Congolais. Donc, si ces motivations sont celles de la jeunesse, j'encourage la jeunesse.
Mais si vous allez là-bas pour simplement vous faire une santé financière, vous n'êtes pas à votre place. Vous êtes déjà fait enrôler? Je l'ai fait le mardi 17, journée où on commémore le martyr de Lumumba, le 17 janvier. C'est à cette date-là que je me ferai enrôler. Et je suis dans la sensibilisation. Hein? Donc, c'est un jour férié. Nous vous accordons. C'est un jour férié. C'est un jour férié. Et je suis. Moi, je travaille. Je suis au travail tous les jours. J'ai choisi un jour férié pour me faire enrôler parce que j'ai tout mon temps. Mais dans l'entretemps, je sensibilise la population pour aller se faire massivement enrôler et pour avoir le droit d'échanger cette classe politique que nous avons aujourd'hui. Merci beaucoup Chris Mokeni d'avoir accepté notre invitation, c'est fut un plaisir. Vous savez, c'est toujours une régalade d'être en face de vous pour parler République. Merci. Le jour d'aujourd'hui, vous avez encore honoré une fois de plus. Et nous disons comme cela merci aussi à l'équipe technique, à Joël Mabaya, qui s'est coupé en 1000 morceaux pour que nous puissions arriver chez vous sans pour autant toquer à la porte. Si vous avez aimé, dites merci. Et nous nous retrouvons prochainement avec un nouvel invité pour parler toujours République, histoire de donner notre puce ou notre pouce afin que les choses puissent changer dans notre pays. Bye et à la prochaine.